On cherche à faire des universités, des boîtes qui fonctionnent bien, qui sont rentables, qui produisent. Ce ne sont plus des temples du savoir. Ce savoir-là doit être au service des intérêts privés, dans beaucoup de cas de figure. Et les universités ou les départements qui se prêtent à ce jeu-là sont lourdement financés. Leurs locaux sont propres, nettoyés, ils ont de l'investissement en masse, la technologie est à la fine pointe. Et on le voit, écoute, c'est une tangente, je pense, qui est internationale. Au Japon, il y a quelques mois, fermait 60 facultés, je pense, de sciences sociales. Écoute, on y échappe pas. Là. On ne peut pas prétendre vivre dans un monde qui n'est pas le nôtre. On est là-dedans, on cherche à faire du volume pour combler les lacunes puis la déresponsabilisation de l'État quant à assurer un financement décent aux universités québécoises. Puis en bout de ligne, il y a aussi toute la question des programmes subventionnaires. On a de moins en moins accès à ces fonds-là. Fait que de l'autre côté, ben, tu as un paquet de profs, moi ce que j'entends, de l'autre côté, qui vont dire mais ça vaut même plus la peine de faire des demandes de subventions auprès du FRQSC et du CRSH. On va aller sur des commissions de partenaires du marché du travail ou autres. On va aller chercher de l'argent de la part des organisations syndicales, des ordres professionnels, parce que là, on a de la chance d'avoir 70 000 pour 2 ans, faire rouler une subvention de recherche, faire rouler une recherche. Donc, moi, je l'entends beaucoup, ça. Parce que les taux de réussite sont à ce point minables du côté des organismes subventionnaires que, effectivement, la recherche fondamentale, puis le luxe de se vautrer dans des réflexions qui ne vont pas être payantes pour des entreprises, ben écoute, oublie ça. Si tu as la chance, mais quand tu vois les profs, je suis dans une demande là, en équipe avec un prof, écoute, qui a du CV, un prof titulaire qui roule sa bosse depuis des années. Première fois refusé, deuxième fois recommandé, non financé. Mais là, on s'essaie une troisième fois. Tu te dis, si des gens comme ça voilà. n'ont pas de sous, imagine nous, puis imagine agrégé, là, c'est pire, t'es même plus dans la catégorie de chercheurs émergents. T'es plus junior. T'es entre les deux. Donc ça, c'est le no man's land. On sait pas trop où est-ce qu'on se situe quand on est là-dedans. Fait que là, tu te retournes de l'autre côté, mais de l'autre côté, effectivement, comme tu le disais, la corde, elle est mince. La ligne, elle est très mince à tracer. C'est un peu l'analogie de la recherche commandée par des compagnies pharmaceutiques. Où là, tu as l'effet d'un médicament. D'un côté, il n'y a que des bienfaits. Puis de l'autre côté, curieusement, une recherche plus autonome, plus indépendante est produite. Puis là, soudainement, tu as des effets secondaires en masse. Puis tu te poses la question sur ce que tu as ingéré finalement en bout de ligne. Donc, on a de sérieux questionnements à se poser. Et je trouve que il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a Michel Freytag qui a écrit il y a quelques années sur le devenir, l'avenir de l'université. Il y a eu peu d'écho à ce livre-là. Hein? Mais je veux dire, à part des gens qui se sont intéressés de très près à ce type de travaux-là, c'est tombé comme lettre morte. Puis t'as des manuscrits qui sont signés, qui le traité de l'intellectuel, tout ce que tu veux, mais grosso modo, collectivement, là, la vérité de Louis-Philippe, c'est qu'on est tous coupables d'adhérer à un système qui met en faillite, à mon sens, notre devenir en tant qu'intellectuel. Puis le privilège auquel on pouvait prétendre à une certaine époque. La profession de prof, à mon sens, celle qu'on exerce toi et moi aujourd'hui, n'est plus ce qu'elle était il y a 20-25 ans.